Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le débat politique. Argent et politique font rarement bon ménage, mais ne peuvent pourtant s'ignorer l'un l'autre. En effet, les partis politiques ont besoin de ressources pour, d'une part, financer le déroulement des campagnes électorales et, d'autre part, maintenir une activité politique entre les élections. Mais les relations entre argent et politique restent problématiques, notamment sous l'angle des rapports entretenus par les détenteurs de l'autorité publique avec l'argent public et les acteurs économiques. À quoi s'ajoute le train de vie de certaines personnalités politiques lorsqu'elles prennent leurs fonctions ou remportent des élections. Les scandales financiers qui éclatent régulièrement suggèrent que l'argent et la démocratie nouent des relations dangereuses, faisant craindre une emprise des intérêts privés sur l'intérêt public et le dévoiement du bien commun par les besoins particularistes. Mais au-delà des cas d'enrichissement personnel, les partis politiques prennent aussi en charge les différentes étapes de la vie de leurs militants ou sympathisants, un rôle social qui entretient un lien de dépendance et interpelle sur la sincérité des votes des électeurs. Ce constat alarmant soulève plusieurs questions. Est-ce que les hommes politiques achètent les consciences sous couvert de générosité? D'où provient l'argent des hommes politiques? Peut-on avoir un avenir politique ou remporter des élections dans notre pays sans le sou? L'argent, l'éthique et la politique font-ils bon ménage? Et pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Félix Boni, journaliste éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Merci Fatih. Simplice Yodié-Dion, professeur titulaire de philosophie politique et morale à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Wakili Alafé, journaliste et directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et merci de nous avoir inspiré ce sujet. Bonsoir. Et Guillaume Bateau, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim, merci encore. Alors messieurs, je vais d'abord me tourner vers le philosophe, puisque ce sujet semble hautement philosophique, l'éthique, l'argent et la politique. Et je voudrais vous demander si ces trois notions, comment elles ont évolué dans le temps et l'espace et comment elles ont coexisté. On a l'impression que c'est une problématique qui se pose à tous les pays et dans tous les temps. Alors, vous me permettrez de commencer avec cette anecdote rapportée par le philosophe français Alain. Il s'agit d'une conférence prononcée par un gouvernant, un homme d'État, une conférence au cours de laquelle cet homme d'État est malmené par un journaliste, mais un jeune moraliste. Alors, à la fin de la conférence, l'homme d'État s'approche du jeune homme, lui touche l'épaule et lui dit « Tout n'est pas encore dit. Quand vous deviendrez ministre, on en reparle. » Et Alain dit « Le jeune homme est devenu ministre. » Et il nous dit, devinez la suite. Devinez la suite parce que le jeune homme a dû se rendre compte plus tard qu'il y a ce qu'on dit, mais il y a la réalité qui nous rattrape. Il y a la politique et il y a la morale. La politique renvoie à la gestion de la cité. La morale ou l'éthique, ça renvoie à ce qui est admissible ou pas, à ce qui est bien ou pas. Il faut expliquer que, au départ, les hommes se mettent ensemble. Pourquoi? Parce que s'ils étaient tous animés de morale, si les hommes étaient parfaits, on n'aurait pas besoin de tribunaux, de prisons, d'armées, on n'aurait pas besoin d'État, on n'aurait pas besoin de politique. Des hommes qui ne se connaissent pas se retrouvent sur un espace et décident de cohabiter. Mais parce que les hommes ne sont pas toujours bons, ne sont pas toujours justes, parce que les hommes ne sont pas toujours ce qu'on croit qu'ils peuvent être, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la politique advienne pour faire en sorte que nos différents égoïsmes puissent être socialisés. La politique vient donc pour gérer les intérêts conflictuels des uns et des autres. Donc, au départ, la politique n'est pas morale. La politique nous engage dans la solidarité. La morale, elle, étant personnelle, elle nous engage dans la générosité. Maintenant, qu'est-ce que l'argent vient faire? L'argent, c'est un moyen d'échange. L'argent, c'est la fortune. L'argent, c'est la richesse. Mais l'argent donne du pouvoir. Et les hommes qui ont le pouvoir ont tendance à en user et ont tendance à écraser ceux qui n'ont pas le pouvoir. À travers les temps, les hommes ont eu de la distance par rapport à l'argent critique. Je parle des philosophes. Lorsque un poète comme Shakespeare parle de l'argent, à son époque il dit de l'or, il dit que
l'or ou l'argent peut placer des voleurs sur le banc des sénateurs. C'est très fort, ça. Parce on leur donne des titres, on leur donne des hommages. Donc, ça transforme leurs défauts en des qualités, leurs impuissances en leurs contraires. Lorsque il dit argent, Shakespeare dit, mais c'est un Dieu visible qui rapproche les incompatibles et les oblige à s'embrasser. Des incompatibles, des entités qui ne peuvent pas s'entendre, sont obligées de s'entendre parce qu'il y a entre elles l'argent qui intervient. L'argent est donc quelque chose de fort, de puissant, et la grande question que nous devons tous nous poser, avons-nous suffisamment de capacité pour résister au pouvoir de l'argent et à l'argent du pouvoir? Voilà la grande question. Merci pour cette belle introduction. J'en profite pour dire aux téléspectateurs que vous pouvez réagir, interagir, nous poser vos questions grâce au code QR qui s'affiche en bas de l'écran. Messieurs, aussi dans l'esprit philosophique, est-ce que l'argent, l'éthique et la politique sont compatibles? Oui, non. Un petit tour de table avant que je lance le premier élément. Félix Boni. Mais le professeur Dion vient de camper tellement de façon très belle la situation et je retiens sa conclusion. Avons-on la force de résister au pouvoir de l'argent et à l'argent du pouvoir? Peut-on faire de la politique sans argent? Peut-on, se passer de l'argent et faire de la politique? Je crois que c'est un sujet, ces deux éléments. Il vient de nous montrer que l'argent est le moyen le plus certain pour faire de la politique. Cela s'est toujours démontré à travers la pyramide d'Abraham Maslow, qui montre que plus on évolue vers un certain niveau de fortune et les besoins commencent s'accroissent. Et le dernier besoin, c'est l'accomplissement de soi, l'estime de soi. Et l'estime de soi, en quelque sorte, c'est la vie politique. On va tout de suite lancer le premier élément pour gagner en temps, messieurs. D'où provient l'argent des partis politiques? Des explications d'Ahmed Traoré. Le constat est bien visible. Pour atteindre ses objectifs, un parti politique a très souvent besoin de gros sous. Alors, d'où provient cette somme d'argent importante? D'où proviennent ces financements? Selon des experts, il y a 3 moyens de financer les partis politiques. Un parti politique, c'est comme une grosse association où les membres sont donc les militants et les militants cotisent normalement. À côté des militants, on a ce qu'on appelle donc les donateurs. Il y a aussi des donateurs, des gens qui ne sont pas forcément des militants, qui peuvent être des sympathisants, donc qui estiment que le parti politique qu'ils admirent ou dont ils admirent les leaders donc, méritent qu'on leur apporte donc un soutien. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, ça se passe un peu partout dans le monde. Donc il y a des donateurs, il peut y avoir donc des donateurs au plan national comme au plan international. Donc ça existe. Et après tout ça, je pense que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, c'est que les partis politiques en Côte d'Ivoire reçoivent donc des financements venant donc de l'État. L'État participe au financement des partis, mais ce dernier ne verse pas la même somme à tous les partis. Il distribue les aides selon les résultats aux élections. Plus un parti obtient de voix, plus il recevra d'argent. C'est pour cette raison que les partis n'ont pas tous les mêmes moyens. Au niveau du financement public, la loi donne des modalités pour tous les partis politiques. Et le financement des partis politiques représente le 1/1000 du budget de l'État, véritablement. Et c'est fait sur la base des suffrages exprimés à l'occasion de l'élection des députés, à l'occasion aussi des groupes parlementaires constitués à l'Assemblée nationale, tout comme aussi le nombre de sièges parlementaires qu'un parti politique détient. Il existe des lois qui fixent les règles du financement des partis. Une de ces lois dit que l'argent des partis ne peut pas provenir d'une entreprise. Par exemple, l'entreprise X n'a pas le droit de faire un chèque au nom d'un parti politique ou à un seul de ses dirigeants pour qu'il puisse organiser ses réunions ou sa campagne électorale. Alors, messieurs, l'élément nous a rappelé finalement d'où provient l'argent des partis politiques, à la fois l'argent public de l'État et puis le privé. On va détailler tout ça, mais avant qu'on comprenne à quoi ça sert. Finalement, quelles sont les activités d'un parti politique hors campagne électorale, Guillaume Bateau? Un parti politique qui se respecte, d'abord, doit avoir une administration. C'est-à-dire que vous avez un siège, soit vous l'avez construit ou acheté, ou vous le louez.
Vous avez un personnel qui doit être là en permanence pour répondre aux préoccupations des militants, mais aussi des partenaires de toutes sortes. Vous avez des activités, normalement, de formation, parce qu'il faut former vos militants, donc il faut organiser des sessions de formation. Vous avez même des activités de sensibilisation, d'encadrement de vos structures à la base. Vous avez des activités, parfois, je veux dire, à des périodes, à des intervalles plus ou moins réguliers, par exemple un congrès. Vous avez besoin de prendre une décision importante, vous renoncez dans vos responsables, qu'ils soient de base ou de la direction. Donc c'est un congrès, il faut l'organiser. Entre deux congrès, vous pouvez organiser des conventions, par exemple à l'occasion d'une élection présidentielle. Donc un parti politique fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous-même dans l'introduction, vous avez dit par exemple l'assistance. Vous comprenez, un parti politique, c'est une association, c'est aussi une famille. Vous avez un militant qui paie, c'est un cas malheureux, mais qui peut perdre quelqu'un. La solidarité, il faut l'assister. Quand on sait que dans nos pays, les frais funèbres sont très onéreux parfois, donc il faut faire preuve de solidarité. Même quand ce n'est pas onéreux, il faut faire preuve de solidarité. Quand il y a un mariage, il faut assister, il faut faire des activités sportives. Vraiment beaucoup de choses qu'un parti politique fait, comme toutes les associations, comme tout être humain vit, paye des factures, a des activités de formation, etc. etc. Mais justement, quelles sont finalement les sommes allouées aux partis politiques et les conditionnalités, Wakili Alafé? Les conditionnalités ont été évoquées. Oui. Les sommes peuvent être le fait des militants, titres privés ou des donateurs, mais aussi il y a l'État qui finance. Mais on voit bien que tous les partis ne peuvent pas recevoir les financements publics. Donc il y a des conditions. Les conditions, vous les avez évoquées. Il faut par exemple participer à une élection, aux élections législatives. Il faut avoir 10% des suffrages, ensuite avoir eu des élus, et puis le financement public est partagé sur cette base-là en fonction des résultats. Ensuite, les candidats à l'élection présidentielle, qu'ils soient issus de partis politiques ou qu'ils soient des indépendants, ont droit aussi à un financement public. Ça, c'est après l'élection. Donc, voici les sources de financement des partis politiques. Et on voit dans la loi sur le financement qu'il interdit qu'il y a une interdiction de 2 sources de financement. Les pays étrangers, les puissances étrangères, d'une part, mais est-ce que c'est véritablement respecté? Est-ce qu'il y a des moyens de contrôle? Ensuite, le financement direct de la part, je crois, d'entreprises publiques. D'entreprises publiques, voilà, ces 2 types de ressources-là, pour les partis politiques, sont interdites. Alors, voilà. J'ai déjà plusieurs questions. Bruce, lui, qui me demande pourquoi l'État finance les partis politiques qui sont des associations privées. Pourquoi mettre l'argent du contribuable à la disposition des partis politiques qui sont, encore une fois, il le répète, des associations privées? Monsieur, qui veut répondre? Oui. Allez-y. Mais l'Allemand Friedrich Ebert vous dira que toute démocratie a besoin de démocrates. Et si on a besoin de démocrates, les démocrates, on les retrouve dans les formations politiques, c'est-à-dire les partis politiques. Alors, un parti politique, par essence, la loi sur le financement l'a déjà même défini clairement à je dirais même, à son premier chapitre, et dit ceci: les dispositions de la présente loi concernent le financement des groupements de partis politiques. Et le chapitre 2 va nous préciser que ce financement permet aux partis politiques de disposer des moyens pour concourir à la formation de la volonté du peuple et à l'expression du suffrage. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir former des gens qui vont faire de la politique une activité qui va contribuer à la démocratie. Et il faut le souligner, la Côte d'Ivoire a choisi d'être un pays de démocratie. Et si on a choisi d'être un pays de démocratie, ça veut dire qu'il faut qu'on forme des démocrates. Et les démocrates vont aller former l'opinion. Et ça a un coût. Guillaume vient de le dire tantôt, le siège du parti politique, la formation, il n'a même pas dit tout, mais les meetings à l'intérieur, parcourir l'ensemble du territoire, donc, ça a un coût. Ça a un coût au niveau de la démocratie. Maintenant, on comprend bien que finalement, c'est le parti majoritaire, dans le cadre des élections, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui cumule le plus d'aide budgétaire. Est-ce que déjà, ça peut expliquer ou inciter d'autres membres d'autres partis de les rejoindre par rapport à cette raison financière? Oui, ça peut inciter, mais je crois en même temps que la loi a balisé, notamment pour les élus, lorsque, par exemple, un élu a été sous la bannière d'un parti politique, il quitte ce parti-là ou ce groupement
pour aller peut-être dans le parti au pouvoir, la subvention ou l'aide qui lui est apportée relativement à son élection demeure pour son parti d'origine. Donc, de ce point de vue, l'attrait pour le parti au pouvoir peut exister. Le parti au pouvoir peut avoir plus de ressources, mais en récupérant peut-être des élus, il ne gagne pas grand-chose. C'est en récupérant peut-être des non-élus, des militants ou des cadres des autres partis qui ne sont pas élus, que ceux-ci pourraient certainement gagner plus. Les élus aussi qui vont chez lui peuvent gagner plus, mais les partis à l'origine ne perdent pas lorsqu'ils sont des élus. Mais vous dites que c'est peut-être une volonté, mais des fois, ce n'est pas une nécessité pour que son parti politique continue à vivre. Oui, mais donc dans ce cas, ce n'est pas l'aide publique au fonctionnement des partis politiques qui joue, comme l'a expliqué un peu M. Alafé. Parce qu'on sait tous que la loi dit c'est 1/1000 du budget qui est réparti donc, entre tous les partis politiques qui concourent, qui compétissent à l'occasion des élections législatives. Donc, quand les gens quittent leur parti d'origine pour un autre parti, ce n'est pas à cause de ce financement public. On sait très bien, même si la loi dit, M. Alafé l'a rappelé, que les financements faits directement par les entreprises publiques sont interdits, mais on sait que même si ce n'est pas direct, les positions des cadres et des militants dans ces entreprises publiques permettent, avec les ressources qu'ils ont, d'alimenter le parti. Donc, c'est un problème que la loi essaie de régler, mais qui en réalité ne peut pas régler. Donc, quand un cadre ou un militant d'un parti politique quitte son parti pour aller dans un parti, ce n'est pas pour cause du financement public. C'est pour avoir une position sociale, par exemple, devenir PCA, d'autres avantages. D'autres avantages directs que lui, il engrange par son appartenance nouvelle à un parti peut-être qui est au pouvoir. La même question, qu'en est-il des indépendants? Parce qu'on imagine qu'ils sont indépendants idéologiquement, mais aussi financièrement. Et je crois comprendre que finalement, c'est à leur charge, sous fonds propres, qu'ils doivent battre campagne. Mais on sait bien qu'il faut des moyens financiers. Qu'en est-il des indépendants, le cas des indépendants? C'est pour ça qu'il faut savoir ce que vous voulez. On ne se lance pas en politique parce qu'on a envie de mener une activité. C'est comme dans l'activité scientifique, on se prépare à entrer dans l'activité scientifique. Donc on se prépare à entrer dans la politique. Vous créez votre parti. Si vous n'avez pas de ressources, votre parti disparaît. Vous créez votre parti, si vous avez Au départ, vous pouvez fonctionner sur la base des cotisations. Mais qui se cotise aujourd'hui pour les partis? Même les cadres. Leur contribution ne s'arrête qu'à des contributions intellectuelles. Le petit peuple ne peut pas s'acheter une carte de 5 000 de... Comment le parti vit? Si vous me permettez, la petite expérience que moi j'ai eue et qui m'a ouvert les yeux, c'est que ma première rencontre avec le président Bédié, quand je vais saluer le président Bédié avec ma famille, tout se passe bien, me présenter à lui, mais au sortir, il n'était plus président. Le vieux prend 50 000 francs et il me met dans la poche, avec le sourire que vous lui connaissez, il dit « ça c'est pour maman, c'est pas pour vous ». On a ri, mais après quand je suis entré à la maison, je me suis dit, quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, qui est à la tête d'un parti, s'il est capable de donner cette somme à quelqu'un qui est enseignant d'université, et tous ceux qui vont passer le salut... Non, il a dit que ce n'est pas pour vous, c'est pour votre maman. Voilà. Votre maman n'est pas enseignante à l'université. Oui, mais je veux dire que tous ceux qui passent, qui ne sont pas donc enseignants d'université comme moi, qui passent le saluer... Ou leur maman. Et ou leur maman, ça sera quoi? 50 000. Où il enlève cet argent? Est-ce que c'est les cotisations des gens du parti? Non, mais ça, écoute, j'essaie de faire comprendre aux gens. La première partie, on veut d'abord comprendre d'où proviennent leurs ressources avant d'attaquer les dérives. Mais c'est ce que vous avez, voilà. Donc, ce que vous avez expliqué là, ça. ce que vous voulez comprendre. La deuxième partie, ça va être les dérives cas par cas. Et il a abordé. C'est pas en dehors des cotisations. Qu'est-ce que vous avez comme ressource? La seule ressource, vous l'avez évoqué, c'est de voir comment vous pouvez avoir une position ou une posture pour que vous puissiez profiter des privilèges de l'État, c'est-à-dire du financement public. Quand vous voyez les partis aujourd'hui qui cherchent à entrer au gouvernement, De Gaulle parlait d'aller à la soupe gouvernementale. C'est pourquoi? C'est pour avoir du financement public. Et quand vous avez du financement public, vous stabilisez votre parti parce que vous fidélisez vos cadres qui vont avoir des postes. Et ce sont les cadres qui ont des postes
plus ce que le ministre gagne, c'est ça qui permet de faire tourner le parti. C'est ce qu'il appelait le fonctionnement du parti. Donc ça, c'est une option. On retient. Je veux qu'on avance parce qu'on va faire les cas par cas, les dérives. Là, je veux que les téléspectateurs soient au même niveau d'information que vous, les experts de la question. Donc, on a compris financement public et privé avec des règles, notamment la loi de 2004 sur le financement des partis politiques. Messieurs, les campagnes électorales sont budgétivores. Là aussi, comment on les finance? Oui. Bon, alors, finalement, le professeur a reconnu que les gens cotisent. Les militants cotisent. C'est vrai que plus on est proche du pouvoir, plus on cotise facilement. Parce qu'on a des ressources plus importantes. Parce que vous êtes cadre, vous êtes directeur général, vous êtes président du conseil d'administration, vous êtes sénateur ou député, vous cotisez facilement. Mais en dehors de cela aussi, dans les partis politiques, les simples militants aussi parfois cotisent. Mais il est clair que les cotisations ne suffisent pas. OK. Donc, il y a les cotisations, il y a l'argent public et on a défini les conditions. Il faut participer. La règle, c'est les élections législatives. Il faut participer et avoir au moins 10%. Ce n'est pas évident. Après, pour les campagnes, le principal bailleur de fonds d'un candidat, c'est lui-même. Parce que je ne vois pas combien de candidats peuvent se faire élire par l'argent que le parti donne. L'expérience a démontré que, généralement, le parti donne, j'allais dire, des sommes quasiment dérisoires. C'est pour ça que vous ne pouvez pas compter sur votre... En tout cas, dans le contexte ivoirien, compter uniquement sur votre parti politique, même s'il est au pouvoir, pour espérer gagner une élection. Ça, je dis, avec l'expérience que j'ai, le principal bailleur de fonds du candidat à une élection présidentielle, c'est lui-même. En tout cas, au moins... Mais ça pose la question, je peux savoir, demande Chérif, peut-on faire de la politique sans argent? Si vous dites que c'est sur fonds propres... On ne peut pas, c'est évident, Chérif. Mais tout le monde n'est pas millionnaire, donc avant de s'engager dans une élection, donc qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Non, il dit le principal bailleur de fonds, c'est le candidat, non, le principal mobilisateur de ressources. Parce que même lorsque le candidat est riche, souvent on dit aussi qu'on ne fait pas la politique avec son propre argent. Ah oui, l'homme même qui est riche, il garde une partie de son argent en épargne en banque et puis il va à la collecte des ressources, il va voir ses amis pour l'aider à avoir des ressources pour faire la campagne. C'est ce qui se passe souvent. Et tu as beau être riche aussi, la politique coûte souvent tellement cher que sa propre fortune pourrait ne jamais suffire. Maintenant, allons peut-être dans les cas pratiques. Aujourd'hui, 1 millième du budget pour financer, on a 10-11 milliards. 11 milliards. Lorsque la loi était votée, on était à 2 ou 3 milliards. Donc les ressources se sont accrues. Mais en même temps que les ressources s'accroissent, les charges augmentent. Et on peut faire une estimation aujourd'hui, se dire que peut-être un parti peut avoir 3 ou 4 milliards, un autre 1 à 2 milliards. Bon, ça ne suffit pas pour faire fonctionner un parti, surtout en année électorale. Une campagne présidentielle coûte cher. C'est des milliards. Mais comment? Est-ce qu'on ne doit pas aussi chercher à documenter davantage et à faire un peu plus de transparence? Parce que la loi nous invite à tout ça. Hein. Ça demande des comptes, ça demande de faire des rapports, etc. Mais ce n'est pas rendu public. Non. Ça dort dans des endroits, dans l'administration, et puis on spécule, on fait des fantasmes et on voit des choses circuler. On se fait beaucoup d'idées. Il est peut-être important de communiquer davantage là-dessus et puis de faire un peu plus de transparence. On va y revenir. Donc là, on va passer dans les cas pratiques, monsieur, dans la deuxième partie, où on va commencer à les énoncer. Déjà, peut-être, je vous laisse réagir sur cette remarque d'Aubeton qui nous dit « L'adage ne dit-il pas, il faut avoir les moyens de sa politique. De quels moyens s'agit-il » Cet adage dit ça. Il ne faudrait pas que les moyens soient limités seulement à l'argent, parce que la politique, c'est d'abord une idée, c'est d'abord une conviction. Je crois que l'argent, oui, mais c'est d'abord savoir pouvoir... Pour faire la politique, c'est proposer quelque chose aux populations. Alors, proposer quelque chose aux populations, ce n'est pas forcément aller acheter des gens. Il n'y a pas un bétail électoral là pour qu'il faut venir acheter, mais il faut pouvoir aller vers ces personnes. Les moyens pour aller vers ces personnes, c'est-à-dire la logistique et tout cela, ça coûte. Donc, on a besoin d'avoir de l'argent. Mais avant tout, la politique, elle est idéologique. Ce sont des idées qu'on va vendre. Je me souviens encore qu'il y a un président qui a été élu en Amérique latine, notamment en Uruguay.
qui n'avait pas suffisamment de grands moyens, mais qui, à travers les idées, a gravi les échelons jusqu'à devenir président de la République. Et qui est resté dans sa vie d'austérité quand il était président de la République. Dans la politique, avant tout, ce sont les idées. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, il y a toujours. Monsieur, je veux qu'on passe au deuxième sujet parce qu'il y a beaucoup de cas pratiques. Hein. Donc, on va essayer de comprendre finalement quelles sont les dérives liées à l'argent et à la politique. Et après, on passe directement au cas pratique. La place de l'argent en politique a toujours suscité un vif intérêt chez les observateurs de la vie politique. Les scandales financiers qui éclatent régulièrement dans un très grand nombre de pays suggèrent que l'argent et la démocratie nouent des relations dangereuses. Il n'est pas rare que l'évocation de l'argent dans la sphère politique conduise les observateurs les plus éclairés à évoquer la corruption, les pots de vin, le traitement inéquitable des candidats ou encore la nature d'un régime. Elle intervient souvent à la veille des grands scrutins parce que les militants veulent tous être sélectionnés pour participer aux élections, porter la bannière de leur parti politique. Souvent, quand ils sont 3 à 4 sur une circonscription, c'est parfois celui qui a le plus de moyens qui veut influencer la direction de son parti en mettant des moyens là où il fallait juste venir développer des arguments pour se faire retenir. Il va plutôt privilégier les dessous de table et corrompre les commissions électorales internes pour pouvoir se faire sélectionner. Mais en fait, en le faisant, il y a 2 risques parce qu'il peut être retenu alors qu'il n'est pas le meilleur candidat. Et puis sur le terrain, c'est l'échec alors que le candidat qui véritablement aurait pu être choisi par la direction du parti ne l'a pas été parce que lui n'avait pas autant de moyens que celui qui est venu soudoyer les uns et les autres. Selon certains observateurs, les sommes nécessaires pour mener une campagne sont susceptibles d'écarter des candidats compétents, mais sans ressources. Pour d'autres, les sources de financement du personnel politique peuvent donner lieu à toutes sortes de dérives. Nous, le FPI, en tant que parti de gauche, nous avons toujours mis un point d'honneur sur la question de la moralisation de la vie publique. Donc les instances dédiées à la gestion de tout le processus et le flux relatif au choix des candidats, par exemple, sont des instances qui rendent compte au secrétariat exécutif, qui est l'organe le plus élevé dans la hiérarchie du parti. C'est donc dire qu'aucun groupe ne peut individuellement prendre la décision. Donc il y a un comité qui est mis en place sous la supervision d'abord de ceux qui sont en charge de la question électorale, mais les décisions se prennent au niveau du secrétariat exécutif en tenant compte de critères objectifs, avec des fiches qui auront été par ailleurs validées par l'ensemble de la direction. Donc les choix ne sont pas le jeu et le fait individuel, mais les choix sont le choix qui se font au niveau de la direction du parti. D'un pays à l'autre, les élections témoignent d'une sévère compétition entre partis politiques ou candidats. Cette concurrence se traduit par une croissance des moyens engagés par les acteurs. Ainsi, l'on s'interroge. L'argent écarte-t-il des candidats compétents de la course à l'investiture ? Alors, monsieur, les rapports néfastes entretenus par la classe politique et l'argent public sont souvent mis à jour dans les scandales financiers. On se souvient tous des audits survenus l'année dernière, dont on attend peut-être encore les résultats. Quelle est votre lecture de ce phénomène ? C'est l'arbre qui cache la forêt ou ça manifeste d'une véritable volonté politique de mettre fin à ces abus ? Comment vous percevez toute cette série d'audits qu'on a découvert l'année dernière ? Est-ce qu'il y a un lien entre le financement politique et les audits ? C'est pour ça peut-être il faut un peu plus de transparence parce qu'il y a des soupçons, oui. Mais est-ce qu'au-delà des soupçons, c'est vrai Certains sont donc membres aussi de partis politiques. Oui, mais il y a des soupçons. Mais est-ce qu'il y a eu des éléments avérés d'usage de ressources publiques pour financer directement des activités au-delà de la qualité des personnes concernées ? C'est vrai que quand on a des meetings lourds, des meetings extraordinaires à l'étranger, que l'on a des tournées extraordinaires, que l'on assiste à des financements assez importants, des questions se posent. C'est pour ça qu'il est important peut-être de regarder les rapports que les partis rendent à la Cour des comptes pour savoir que tel parti a organisé un meeting au stade Houphouët-Boigny, tel parti a organisé un meeting en France, tel parti a organisé un meeting aux États-Unis. Ça a coûté combien et comment ça a été financé? Même en dehors de la période de campagne, il est peut-être important dans le rapport. Et quand vous lisez la loi
La loi est claire hein, là-dessus. Ça doit être transparent. Il faut peut-être que ces documents-là étant d'usage public, il faut peut-être qu'on s'intéresse à la suite de votre émission, que chaque citoyen s'intéresse de plus en plus à ces documents et cherche à les voir pour s'assurer, comme le fait l'ONG Civis, là, pour s'assurer que la loi est effectivement bien respectée. On a Brouem qui nous dit on n'est pas obligé de créer un parti si on n'a pas les moyens pour le financer. Et l'argent des politiciens en élection n'est-il pas une corruption? Ce sont des observations. Là aussi, on va prendre des cas pratiques. Oui. Comment la population distingue des actes ou des actions menées avec le budget de fonctionnement d'une institution étatique? Par exemple, prenons l'exemple d'un ministère. Comment on distingue une action menée par le ministre ou le futur candidat à une élection dans la localité d'un geste de générosité sur fonds propres? Comment on distingue ces actions qu'on voit à la télévision? Qui finance quoi? Mais c'est facile à distinguer parce que lorsque on va mener ces actions, qu'on parle d'une part au nom du gouvernement et que dans le contenu du discours, on fait référence parfois à une sorte de personnification, j'allais dire, ou personnalisation même de ces dons. Alors ça sort du cadre étatique, ça sort du cadre public pour devenir... on a vu des actions qui ont été menées, on a vu des effigies de personnes, on avait du mal véritablement à faire le distinguo entre le don que l'État fait, parce que ce sont des personnes qui vont parfois avec leur titre de personnalité, parfois même avec le véhicule, les moyens de l'État, c'est-à-dire les gardes du corps, les gyrophares, les véhicules plaques jaunes de l'État, mais qui vont faire des dons parfois au nom de formations, en donnant l'impression qu'ils font ces dons à titre personnel. Donc la confusion est difficile et il est difficile pour la population de percevoir, il est difficile de effectivement les indexer. Parce que il y a un mélange des genres. Ouais, comment on fait le distinguo? Je ne suis pas Félix. Au début, il dit que le distinguo est facile à faire. Après, dans le discours est facile à faire. Non. Quand on fait le discours, et que dans le discours, on vient de faire le don en citant des noms de personnalités. La réalité ivoirienne, c'est que le distinguo est difficile. Puisque c'est une pratique, ce n'est pas une bonne pratique, mais c'est une pratique vieille de plusieurs années que nous avons hérité du parti unique qu'on n'a pas encore abandonné. Le gouvernement pose un acte pour une localité donnée, on remercie le président de la République, on remercie le ministre, on remercie le directeur, on remercie le directeur départemental même qui est venu, et on remercie même l'agent. Bon, donc il y a une confusion. Il y a une confusion entre l'action gouvernementale, on va dire républicaine, et l'acte qu'un homme politique en tant qu'individu pose. Ça, c'est un peu difficile aujourd'hui au niveau de nos populations, mais c'est à nous, les médias, c'est aux hommes politiques eux-mêmes, de travailler à ce que, rapidement, on puisse faire le distinguo entre ce que fait l'agent public dans le cadre normal de l'action gouvernementale. Est-ce que peut faire un Guillaume Bateau ou un M. Alafé ou un Simplice Dion ou un Dibi Félix qui veut être député demain à Bongouanou? Bon, même s'il n'a pas beaucoup de chances de gagner à Bongouanou. Bon, ça c'est un commentaire. Qu'est-ce que tu en sais? Parce qu'il n'a pas assez de moyens. Bon, je rigole. Ça pour taquiner mon frère. Donc, on dit, entre une action politique individuelle et l'action de l'agent public, malheureusement encore, on a du mal à faire le distinguo. Mais M. Bateau, allez-y. Moi, je veux savoir de quelle activité il s'agit. S'il s'agit d'inaugurer une route, de lancer les travaux d'un dispensaire, d'un centre de santé, d'une école public, c'est l'État. Il n'y a pas de confusion. Maintenant, je veux savoir de quelle activité il est question. Mais justement, ça, je prends un exemple. Oui. Il y a une route qui est faite. Oui. En principe... Mais c'est l'État qui fait Oui, mais les c'est routes. l'État. Mais on va déplacer des populations entières. Il faut dire merci au chef de l'État. Mais la population n'est pas dupe, c'est l'État qui a fait. Vous pensez que la population arrive à comprendre parce que même dans le cas des élections, des candidats vous disent que si je suis élu, je vais créer des routes. C'est même pas dans ce domaine de compétences. Absolument. Bon, donc, non, mais là, c'est un autre exemple, mais je veux dire, restons sur le premier exemple. Quand on arrive dans une localité, on le voit, ça passe au journal télévisé, on voit des personnes qui sont des potentiels futurs candidats dans cette localité. En même temps, ils sont déjà à des postes de haute responsabilité. Et parfois même, on voit certains dons à l'effigie de certaines personnes. Bon,
Qui a payé tout cela? Parce qu'on ne sait pas si c'est faire de la générosité ou si c'est l'action logique menée par l'État dans... La générosité, ça a une très, très petite place. C'est l'argent public, généralement. Je ne veux pas être méchant, mais je dis qu'il est instrumentalisé. Absolument. Voilà. Dans plusieurs cas. Un exemple. Voilà. Dans une localité donnée de la place, des gens sont allés faire des dons à la veille des élections législatives, qui dit le président de la République nous envoie vous faire ces dons parce que ceci, cela. Alors il y en a un candidat qui a sorti l'origine de ces dons et ça a dû dérouter ceux qui sont allés faire ces dons, qui voulaient en profiter pour se positionner comme étant nous sommes des émissaires du président de la République et nous a fait confiance pour que nous venions vous faire ces dons parce que les élections législatives approchaient. Et ça a dû dérouter parce qu'il y a eu un qui a dénoncé ces dons pour dire c'est des dons, ces dons. Ça vient de l'argent de l'État, c'est de la caisse de l'État. Donc notre argent, finalement, c'est plus un don, si c'est notre argent qu'on nous donne. Je pense qu'il ne faut pas faire de confiance. Je parlais de la nature des activités. Un hôpital, une route, une école, l'électrification ou autre. Maintenant, en dehors de ça, il y a les fêtes. Oui, il y a la fête de Pâques, on fait une célébration, on fait des dons. Il y a les fêtes, il y a le Ramadan, on offre du sucre. Ça peut être des activités privées. Le ministre peut le faire à titre privé. Ça, ce n'est pas une activité gouvernementale. Mais qu'est-ce qui nous donne la garantie Qu'est-ce qui nous donne la garantie que ça ne vient pas du budget de l'État, des biens, des deniers publics? Souvent, ce n'est pas peut-être de grandes ressources aussi. Faire don de 5... Le principe... Ce n'est pas de grandes ressources par rapport à des ouvrages. Il n'y a pas de... Je ne crois pas en la générosité en politique. Absolument. Je n'y crois Non, pas. elle existe. Il y a des gens qui sont Moi, généreux. je n'y crois pas. Parce que tous les actes qu'on Il y en a qui sont avares, il y en a qui sont généreux. sont des actes calculés. On peut ne pas faire la politique, poser des actes généreux. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Mais dès qu'ils sont nommés et qu'ils sont déjà pressentis pour un poste, c'est à ce moment-là qu'on voit cette générosité en train de naître. Donc, il y a ça d'abord. Ensuite, comme ils sont en train de dire, vous ne pouvez pas distinguer. Vous pouvez trouver, dans certains cas, un ministre qui vient inaugurer une infrastructure qui peut être considérée comme publique sociale, mais qui peut venir avec la tenue du parti. De façon visible, comment vous faites le distinguo, comme il dit? Puisqu'il vient dans une voiture de l'État, de Côte d'Ivoire ou d'un autre État, mais dans la tenue d'un parti politique. Mais il y a eu un temps en Côte d'Ivoire ici, je me souviens, et c'est pour ça qu'on a bien apprécié cet homme qui a fait ce travail-là, où les voitures de l'État, de vendredi jusqu'à dimanche, on ne les voyait pas sur les routes de Côte d'Ivoire, parce que c'est les voitures de l'État. Si vous avez vos voitures personnelles, vous les prenez, vous mettez de l'essence, allez faire la politique. Mais vous ne prenez pas l'appareil de l'État pour aller... À partir de ce moment-là, on n'arrive pas à faire ce Après, je vais lire les questions. Oui, Allez-y. sur la générosité, moi je comprends, le professeur, il est, comme c'est un philosophe, il est sceptique, cartésien. Mais il y a des gens qui sont avares. Malgré les postes qu'ils occupent, ils sont méchants. Ah oui, ils sont radins. Et il y a des gens qui sont généreux. Non, mais il n'y a pas de Oui, non. Je veux dire, sur la question de la générosité, on ne peut pas dire que tous les hommes politiques sont logés à la même enseigne. Il y a des hommes politiques, parfois, qui occupent de grandes responsabilités, mais qui sont radins. C'est-à-dire que c'est consensuel à leur existence. Vous dites ça, mais pourquoi? Ils devraient vous donner quelque chose? Parce qu'ils ont eu un poste? Je ne demande pas qu'ils donnent quoi que ce soit, mais je veux dire au professeur Dion, il ne peut pas dire qu'il ne croit pas à la générosité. Il y a des gens qui sont généreux, même quand ils n'occupent pas des postes de responsabilité. Mais généreux avec qui? Leur argent ou l'argent du contribuable? C'est la question que je soulève, en fait. Je dis, même avec les deux. Même avec l'argent, il y en a qui sont généreux. Même avec l'argent public, parfois, on peut voter, allouer un budget pour une activité, et le monsieur, comme il est né avare, il va toujours chercher... Évidemment, c'est qu'il n'a pas d'ambition. Attendez, je veux lire les questions des téléspectateurs, s'il vous plaît. Il n'a pas d'ambition, ça existe. Attendez, s'il vous plaît. Donc les gens méchants, ça existe. C'est que c'est pas un acteur politique. S'il vous plaît, je veux lire les remarques. Ils sont méchants. Je veux lire les remarques. Alors, il y a Sidibé qui nous dit, est-ce que les partis politiques ont les mêmes subventions? Mais on a répondu au début. Non, pas du tout, en fonction de leur poids. Voilà, on a répondu tout à l'heure, c'était lié au nombre... qu'ils ont. Merci. On nous demande aussi... on nous dit l'argent est le nerf de la guerre. En Afrique, on vient en politique pour être riche. La question est plutôt de savoir pourquoi l'utilisation de l'argent public en Afrique ne respecte pas les fondamentaux de la gestion publique comme en Occident. Même en Occident, il y a des scandales. Bien sûr. Ouais, aujourd'hui, le problème, effectivement, il faut travailler. Déjà, on a une loi, c'est une bonne chose.
Il faut travailler à ce que les instances chargées donc, du contrôle et de la régulation de l'application de ces lois fassent d'abord leur travail. Mais même, je dis, en Occident, M. Sarkozy, tous les démêlés qu'il a eus avec la justice française, c'était lié à... Mais est-ce possible en Afrique? On va parler de ça dans les solutions. Est-ce ce cas, vous dites Sarkozy, mais on va en parler dans les solutions. Restons dans les cas pratiques. Oui. Messieurs, encore les dons en nature ou en argent. Et vous parlez de la personnification de ces dons. C'est vrai que des fois, on voit carrément la photo d'une personnalité sur un sac de riz ou autre... bouteille de vin. Voilà, bouteille de vin, je ne savais pas, mais... Bon. De l'eau. De l'eau à voir. Voilà, ou de l'eau. Bon, là aussi, on est face à quel phénomène? Parce que j'insiste sur l'idée, comment sont financés tous ces dons? Mais ce qu'on dit, Fatim, il n'y a pas de moyen de contrôle, de vérification. Mais il y a une sorte de... Ça ne vous choque pas? Tout cela est lié à l'histoire. Imaginez qu'il y a quelques années, on était dans un parti. J'allais finir. Un parti là qu'on a... Je ne devais pas dire... J'allais finir. J'apporte juste de l'eau à ton problème parce que tu as évoqué... Si le film l'eau serait plus suffisant. Vas-y alors. Voilà. J'allais finir. Pour dire quoi? Pour dire que le problème que nous avons, c'est que, on a dit au début, on a du mal à faire le distinguo entre l'argent public, l'argent issu de l'action publique et l'argent privé de la personnalité. Donc, ce qui fait que quand le monsieur... je dis par exemple, il est président du conseil d'administration ou le directeur général. C'est vrai que normalement, quand vous passez par exemple de simple cadre à directeur général, vos propres ressources s'accroissent avec votre salaire qui s'augmente, avec vos indemnités, etc., etc. Mais le problème, c'est que parfois, les ressources publiques sont utilisées indûment et le citoyen lambda n'a pas les moyens de faire le distinguo. Parce que les instruments de contrôle et de sanctions ne fonctionnent pas. Non, mais je donne encore des exemples. Excusez. Indûment, est-ce que c'est correct? Parce que souvent, il y a une confusion. Dans les peut-être ministères, dans les administrations, il peut y avoir une ligne action sociale, une ligne don. Ça peut entrer là-dedans. Maintenant... pas pour les populations locales. Mais Dibé dans le discours à la fille, c'est dans le discours. Si vous venez, si vous vous présentez à Agboville, puisque je sais que vous êtes à Agboville, et que vous dites que bon, mon journal l'intérêt d'Abidjan vous offre des sacs de riz, il n'y a pas de problème. C'est l'argent privé. Mais si demain vous êtes conseiller technique, puisque dans une vie antérieure vous êtes conseiller technique, et que le ministère vous envoie, mais que vous dites bon, je vous offre ça à moi, alors que c'est le ministère qui a financé et votre déplacement et l'achat, il y a un problème. Et ce n'est pas ce qui est fait parce qu'ils viennent agir à leur propre nom. Il va dire que ils n'agissent pas au nom des structures. Ce n'est pas les structures qui les envoient. Et je disais tantôt que ça, c'est congénital aussi à l'héritage laissé par Houphouët-Boigny. On était dans une époque où on était dans un parti-État. Il y avait la difficulté de faire une démarcation, un secrétaire général du parti unique et puis un fonctionnaire. Donc l'argent public était confondu avec l'argent du parti. Aujourd'hui, cet héritage a resté congénital, c'est-à-dire tout le monde confond l'argent public avec l'argent du parti politique. Donc du coup, chacun puise un peu dans le parti. Et tantôt, il a parlé de quelques... Vous avez parlé tantôt des audits qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, tout le monde soupçonne ces personnes qui circulent d'avoir utilisé l'argent pour éventuellement servir le parti politique. On n'a pas encore les résultats des audits. Comme c'est le cas, on n'a pas encore les résultats des audits. Oui. Mais il y en a. Les audits, quand même, ça traîne depuis quand même bientôt 2 ans. Laissons les audits. Voilà. Monsieur, retournons s'il vous plaît sur les cas particuliers, les cas pratiques. Le financement des partis... Enfin, en tout cas, le financement public des partis politiques est encadré par la loi de 2004, je le disais tout à l'heure, mais aucun texte, messieurs, réglemente le financement du secteur privé, contrairement aux recommandations de la Convention des Nations Unies à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré. Qu'est-ce qui justifie ce vide juridique? Parce qu'après, on va parler des opérateurs économiques aussi, parce que il n'y a pas de plafonnement, on peut donner ce qu'on veut, et on va parler après des problèmes climatiques que ça soulève avec les opérateurs économiques. Est-ce normal que dans ce pays, on puisse soutenir un parti politique sans encadrement? Il n'y a pas de loi. Non, mais la loi, peut-être elle est complète. C'est pour ça que je dis que, d'abord, il faut éprouver cette loi, et puis voir les faiblesses, puisque même dans un pays comme la France ou les États-Unis, on continue de travailler. Les tests, on continue de travailler pour les améliorer. C'est vrai que la loi actuelle dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des financements directs des entreprises publiques. Elle ne dit rien sur les entreprises privées. Il faut peut-être réglementer. Parce que les entreprises privées aussi doivent être en capacité d'aider les partis politiques en fonction de leur contribution à la formation de l'opinion publique.
Ça peut être une action citoyenne. Mais il faut que cet appui soit encadré et qu'il soit équitable pour ne pas que ce soit des passe-droits. Bah justement, les opérateurs économiques, comment là aussi on fait le distinguo, un élu, un candidat comment peut-il garantir que les marchés passés plus tard? Je sais que vous allez me dire qu'il y a normalement un système de contrôle, mais on a fait tellement d'émissions ici sur le fait que ce pays vraiment a des textes de grande qualité, mais qui ne sont pas appliqués. C'est vraiment la difficulté qu'on a. Comment on fait avec les opérateurs économiques? Un candidat peut recevoir une grande somme d'argent d'un opérateur économique et peut-être lui ouvrir les marchés de sa localité ultérieurement. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas croire à la philanthropie. Un opérateur économique, quel intérêt aurait-il à financer une campagne de 10 milliards de M. Alafé Ouattara? Parce qu'il aime Alafé Ouattara? Non, mais parce que quand Alafé Ouattara occupe ce poste, lui, à la recherche du profit, il sait ce qu'il peut gagner. C'est pour ça que dans la loi, on dit on ne veut pas de ce genre de financement. Mais est-ce que cela est vraiment contrôlé? Vous voyez, le problème dans nos pays, ce n'est pas que les textes ne sont pas bons. Nous avons de bons textes. Il faut maintenant passer à l'étape de l'application. Mais là, il y a un vide juridique. Là, il y a un vide juridique sur le privé. C'est encore plus grave parce que s'il y a un vide, c'est-à-dire que c'est le laisser-faire. C'est ça le problème. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que ça ne devrait pas être une aberration que dans un pays, il y ait un ministère de lutte contre la corruption? Parce que Vous pensez que ce n'est pas positif? Parce que si la justice fait son travail, en principe, on ne devrait pas avoir ce genre de ministère. La justice, c'est la loi. Vous avez volé de l'argent, vous savez comment vous êtes traité. Mais si on doit encore mettre en place une structure qui va se charger de rechercher les gens et puis les mettre à la disposition de la justice, on a ces problèmes-là. Vraiment, moi, ça me pose ce problème-là. Et l'application des textes, la transparence que nous recherchons, si les pays africains font l'effort d'y aller, mais vous verrez que nous allons faire un grand pas. Question de Mme Silla qui vous demande, les dépenses des partis politiques sont-elles contrôlées par un commissaire aux comptes élu par les militants qui cotisent? Oui, en principe. Oui, mais là, vous voyez la faille dans la loi. Au niveau du financement public, il n'y a pas de problème. Mais les partis ne vivent pas que du financement public. Il y a les cotisations des militants, il y a peut-être des ressources propres que le parti peut avoir, et le parti peut avoir un patrimoine. Hein. Ça aussi, la question n'est pas réglée. Le parti peut avoir un patrimoine, le parti peut avoir des biens, des investissements. Bon, maintenant, est-ce que le parti peut aussi, la question se pose, est-ce que le parti peut être à but lucratif? Est-ce qu'un parti doit entrer dans le business? Non. C'est ça. Avoir des actifs, prendre des actions, acheter des immeubles, entrer dans la spéculation, prendre des actions dans une société de transport. Est-ce qu'un parti politique peut être à but lucratif? Il n'allait pas avoir le financement public. La loi n'allait pas... C'est une association. Mais justement, mais les partis, on peut avoir aussi des patrimoines. De quoi est constitué le patrimoine? Il faut peut-être aller plus loin. Lorsqu'un parti arrive aussi à avoir des ressources importantes, ah non, ne nous limitons pas. Si un parti, les militants cotisent, que le parti a beaucoup d'argent, au lieu de faire des dépôts à terme, s'il veut prendre des actions d'une entreprise, pourquoi ne le ferait-il pas? La tentation arrive. Il faut déjà légiférer pour voir jusqu'où peuvent aller les partis politiques. Si on cotise qu'on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? On fait un DAT et quand on est fatigué, on prend un emprunt obligataire. Que devient cette entreprise dans laquelle le parti... mais il faut légiférer. Aujourd'hui, le parti aussi peut renoncer au financement public s'il a beaucoup d'argent, comme ailleurs dans d'autres partis. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit ça. Mais parce qu'ils reçoivent des sommes aussi astronomiques. Ils reçoivent des sommes astronomiques des privés. Si les opérateurs économiques le financent suffisamment pour échapper au contrôle de l'État, un parti politique, parce que le contrôle de l'État, si on regarde bien la loi, que la loi est appliquée là, on devrait avoir de la transparence. Mais est-ce qu'on peut dire que, bon, nous, on fait le bilan de ce que l'État nous a donné, ce que l'État ne nous a pas donné, il n'a aucun droit de regard. Absolument. Ça aussi, ça peut arriver. Absolument, c'est ce qui est logique. Si vous ne m'avez pas donné de l'argent, mais pourquoi vous voulez contrôler? Donc, si les partis commencent à avoir plus en dehors de l'État, ça peut aussi poser problème. Ce que je veux dire, c'est qu'ailleurs dans le monde, il y a des tests qui réglementent. Et il y a des financements, vous n'avez pas du cas des États-Unis, où des mécènes peuvent financer une campagne présidentielle, mais c'est réglementé. Le problème que nous avons, c'est qu'il faut non seulement appliquer déjà les tests qui sont là,
les travailler pour les améliorer si on constate qu'il y a des faiblesses. En dehors de cela, comme il a dit, le parti politique étant une association, il est forcément à but non lucratif. Mais il peut s'organiser avec, puisque ces militants sont des personnes physiques qui peuvent développer des actions et après le mettre au profit du parti politique dans le cadre d'un appui militant. Avec ceci dit, politique, vos actions... Ça n'a rien à voir, à la transhumance. Ça n'a rien à voir à la transhumance. Je veux dire... Celui qui dirige votre business peut se retrouver dans une autre formation. Oui, mais s'il s'en va ailleurs, vous mettez quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui est le problème. Monsieur, restons sur la notion d'argent. Watt nous demande quel est le poids de l'argent dans la politique. L'argent est-il à la base des élections en Afrique? Mais c'est pas en Afrique seulement. Quand vous prenez Donald Trump, vous croyez qu'il finance sa campagne à quoi? C'est pas ses cheveux rouges. C'est avec de l'argent. C'est de l'argent. La politique est l'argent au centre de la politique dans tous les pays du monde. Oui. Seulement, le seul problème, la seule différence entre les pays dits développés, avancés, démocratiques, c'est qu'il y a des règles de contrôle qui sont bien claires et qui sont appliquées. Même encore dans ce cas, il se trouve que des gens comme M. Sarkozy, pour essayer de contourner ces règles-là, donc au moins quand ils les contournent, on les rattrape. Bon, et il y a des procès à un point fini. Donc, l'argent a toujours au centre de la politique partout dans le monde. Un dernier point. Beaucoup constatent, et puis l'Union européenne aussi l'avait fait il y a quelques années, une sorte d'enrichissement de la classe politique très significatif et même alarmante. Qu'en est-il? Est-ce qu'on devient riche quand on fait de la politique? Ah non, moi je connais des gens qui sont appauvris quand ils ont fait la politique. J'en connais. Il y a deux choses, madame. C'est des cas pratiques que vous abordez et il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Ils le savent. Un meeting dans votre village ou dans votre sous-préfecture, ce n'est pas moins de 3 millions de francs. Peut-être même que moi, je descends. Parce que quand vous avez fini le meeting, en dehors de la logistique qu'il a abordée tout à l'heure, il y a forcément une enveloppe pour les chefs traditionnels, pour les jeunes, pour les femmes. Ça, c'est la routine quotidienne. Quand vous passez à un autre niveau, quand vous dites que vous êtes candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ce n'est pas moins de 22 300 bureaux de vote. Faites simplement le calcul avec moi. Vous avez 2 représentants d'un bureau de vote et vous décidez de leur donner 10 000 francs chacun ou 5 000 francs chacun. Faites le calcul avec moi. C'est des milliards. Je parle du seul jour du vote. Je ne parle pas de la campagne, je ne parle pas de la pré-campagne. Si vous devez faire le tour de la Côte d'Ivoire, mais c'est au moins 10 milliards. Où vous gagnez cet argent? Donc les gens subventions, il y a des subventions étatiques. Après coup. Mais c'est pas forcément... Oui, c'est a posteriori, c'est vrai. C'est après coup. Et puis deuxièmement, il y a des indépendants. Les indépendants, ils ne sont pas financés. L'indépendant, il fait quoi? Non, ça c'est la présidentielle. À la présidentielle. C'est ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut avoir suffisamment de ressources. Dernière chose que je vais dire sur ce point. Vous prenez quelqu'un qui a envie d'avoir des activités politiques, mais parce qu'il n'a pas les ressources, il ne s'engage pas. Et puis, il est nommé. Il peut être nommé par le parti au pouvoir. D'accord? Une fois qu'il est nommé par le parti au pouvoir, DG ou, comme il a dit, PCA, le même parti au pouvoir, quelques mois après, peut lui dire « On ne t'a pas nommé là juste pour profiter des biens de... » va nous rapporter, nous ramener l'élection législative. Mais je crois que c'est logique. Une fois que vous êtes dans cette logique-là, on va vous nommer pour tourner vos pouces. Ce que moi, je sais de la politique en Côte d'Ivoire, c'est au moins, si vous êtes paresseux, c'est au moins une fois tous les mois que vous descendez sur les populations. Mais quand vous descendez sur les populations, dans un contexte où les gens s'attendent à ce que vous veniez à la limite les prendre en charge, leur donner quelque chose. Mais alors, c'est extraordinaire ce que vous êtes, si vous n'êtes pas solide, ce que vous êtes amené à faire avec la ressource publique. Alors justement, question, est-ce que les partis de Sekongo Begré, est-ce que les partis politiques ont une limite annuelle de dépenses par année de manière à éviter à ce que l'argent ne soit pas utilisé comme facteur déterminant dans la politique au détriment des idées et de la vision des partis? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plafonnement. Ça, on va en parler dans les solutions. Restons sur le cas pratique qu'il vient de donner parce que je veux qu'on insiste dessus. Et c'est à ce moment-là que M. Wakili Alafé a eu l'idée de l'émission. C'est cette pratique socio-culturelle qui fait que les partis ont un rôle social et qui prennent en charge, vous le disiez, les funérailles, les accouchements, les frais d'hospitalisation, les cas graves de leurs militants et sympathisants. Là aussi, quelle est cette pratique? On a l'impression qu'elle crée un lien de dépendance. Déjà, elle pose question sur la sincérité des votes après, mais comment sortir de ce schéma? Est-ce que c'est vraiment la faute des populations qui met une pression sur les personnalités politiques ou ça les arrange? Non. Non, d'abord, avant les partis politiques,
nous appartenons à des familles, nous appartenons à une communauté, une région, un village, etc. Donc nous sommes avant tout des êtres humains. Je suis désolé, à moins que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous soyez radins et méchants, comme certains malheureusement le sont Décidément. en Côte d'Ivoire. Si vous perdez quelqu'un dans votre famille, le minimum d'humanisme, d'humanité, c'est de rendre visite, de soutenir comme vous pouvez. Maintenant, si... Avec une enveloppe, c'est ça ma question. Bien entendu, si vous avez perdu un oncle, ou bien une tante, ou bien un cousin, ou un neveu, je cite pêle-mêle, mais en dehors des partis politiques, vous avez un rôle social de solidarité, et ça, c'est d'abord africain, c'est d'abord humain. Après, quand vous avez une responsabilité, parce que parfois les militants, ils travaillent pour vous sans salaire. Vous êtes cadre, moi je suis de Danané, et particulièrement de la sous-préfecture de Dalleux. On a des militants qui sont sur le terrain, que vous pouvez appeler, aller me répéter ici, ils le font parfois au détriment de leurs propres activités quotidiennes. Mais il est tout à fait normal que le jour où ces personnes ont des difficultés, qu'elles puissent regarder vers vous. Et il est normal que vous ne fassiez pas semblant de fermer les yeux. Donc ça, c'est d'abord la pratique sociale, solidaire entre nous, humains. Après, effectivement, un parti politique, comme je l'ai dit, les militants ne sont pas payés. Mais il faut parfois beaucoup de sacrifices. On a dit qu'ils cotisent. Normalement, s'ils cotisent et que les cotisations sont bien gérées, ils doivent avoir un retour sur investissement s'ils ont des difficultés. S'ils ont des problèmes de santé, donc le parti, dans les cotisations, doit faire un budget et doit prévoir aussi... Monsieur Bato, ça n'existe pas ailleurs. C'est quoi? C'est purement culturel? Non, ça existe partout. Non, mais je veux dire, en France, un élu ne va pas dire qu'à part s'il a... Il y a tout le service social qui s'occupera des cas de précarité. Financé. Oui, c'est parce que l'argent des partis politiques là-bas, c'est bien organisé, c'est bien géré. Dans l'ordre, Wakili Aflafé voulait intervenir. Moi, je dis que peut-être la première des choses, c'est peut-être aussi d'aider les militants à avoir du travail. Si les militants travaillent et que la couverture maladie universelle fonctionne, il y a l'assurance, et qu'on les incite à prendre un certain nombre de dispositions en cas des assurances, décès ou autre au-delà de la maladie, une grande partie est réglée. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, en dehors des partis, nos responsabilités sociales en cas de maladie grave, ou même maladie simple, visite à l'hôpital, si on peut participer. Non, vous parlez de ça, mais même les frais de scolarité. Mariage, baptême, naissance, et puis décès. Bon, ça, c'est des situations normales, peut-être, dans la vie sociale. Ça ne vous choque pas, finalement? Non, ça ne choque pas. Et les partis politiques jouent leur rôle, apportent leur contribution. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Vous verrez que lorsqu'il y a un décès dans une famille, dans une entreprise, le parti donne peut-être seulement 500 000 à 1 million. Non, oui, mais... Il a trop donné, c'est 5. Oui, mais il y a combien de militants? La famille reçoit des dons et des cotisations qui peuvent dépasser la contribution du parti. Monsieur Wakili Aflafé, deux questions. Vous dites que les partis, qu'on doit trouver du travail aux militants. C'est qui doit trouver le travail? C'est le parti politique qui doit donner du travail aux militants? Oui, les partis politiques doivent créer les conditions, lorsqu'ils sont au pouvoir ou lorsqu'ils sont dans l'opposition, faire des propositions pour créer un environnement qui permette aux uns aux autres de travailler. Lorsque l'on est au pouvoir, on doit, au lieu d'assister les militants, créer les conditions pour les rendre autonomes. Mais ça crée une situation de dépendance, ça. Le constat, donc, c'est que quand on est à la tête d'un parti politique, mais on prend en charge ces militants. C'est ça qui est l'amer constat. On les prend en charge. Ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que si c'était universel, on verrait cela partout. Ça veut dire que chez nous, il y a un problème. Je ne sais pas s'il est culturel, mais il y a un environnement qui fait que les gens sont dans une précarité telle que pour les accrocher et pour les appâter, il faut leur donner des choses. Je posais la question directement. Est-ce qu'on achète les consciences par ce biais-là? Est-ce qu'on achète les votes? Est-ce qu'on rend les gens dépendants? Même le jour du vote, nous savons tous que ça continue. Même le jour du vote. Même le jour du vote. Or, ça ne devrait pas être le cas dans un environnement politique qui est vraiment sain. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, c'est l'environnement lui-même. Oui, Fatima. Oui, attendez, Félix Bouli voulait intervenir. Je veux vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Merci enfin de me donner la parole parce que je pense que depuis je la demande. Je crois que pour donner du travail à des militants, il faut les partis qui ont la capacité de donner du travail à leurs militants sont les partis qui sont au pouvoir.
c'est le pouvoir qui dispose des manettes nécessaires, comme chez nous, par exemple, aujourd'hui on a le ministère de l'Emploi et de la Promotion des Jeunes, et tout pour pouvoir englober une certaine population, parce qu'on a les manettes. Le ministère de l'Emploi mais quand on a un parti d'opposition, je ne pense pas que les partis de l'opposition soient capables. Généralement l'emploi, l'État crée les conditions pour que tout le monde puisse avoir équitablement de l'emploi. Alors ce qu'on est en train de dire, moi je pense que adhérer à un parti politique, c'est totalement une libre adhésion à une formation politique. Vous ne rentrez pas dans un parti politique pour que vos problèmes soient pris en compte par le parti politique. C'est une libre adhésion pour mener ensemble un combat. Si, quand même. Vous dites si? Si, parce que j'en arrive. Votre si, je le comprends très bien parce que c'est là que j'évoquerai certainement le volet culturel de la chose. Parce que ailleurs, dans les démocraties avancées, vous entrez librement dans une formation politique parce que vous épousez la cause ou l'idéal de ce parti politique pour que vous puissiez aller à la conquête du pouvoir, mais pas pour que ce parti politique vienne vous assister parce que le parti a besoin plutôt de vos moyens pour aller à la conquête du pouvoir. Mais quand on arrive dans nos cas africains, où nous sommes dans un système de communautarisme, on s'assiste. Et c'est le volet culturel de la chose. Il faut contextualiser cette pratique dans le cas typiquement africain, où parfois les partis politiques sont fondés sur la base tribale, ethno-tribale, et où la solidarité finit par devenir la base même, j'allais dire, le fondement même du parti politique. Alors, attends, avant de vous donner par rapport à la parole, Soum nous dit pourquoi on n'envisagerait pas des réponse ivoirienne à nos problèmes au lieu de penser qu'on devrait forcément faire comme en Occident. Nous avons nos spécificités africaines. Je pense qu'il parle de cette question. Vous voulez réagir? Vous dites que non, un parti doit prendre en charge ses militants. On voit qu'il y a la fait. Non, pas qu'il doit les prendre en charge totalement, mais quand on vient dans un parti, il y a certains idéaux, mais on estime que ce parti peut nous aider à nous réaliser à travers ses idées, à travers son organisation, à travers les valeurs de gauche, son idée de justice sociale, sa vision de transformer la Côte d'Ivoire. Et donc, en transformant la Côte d'Ivoire, en créant, il y a de l'emploi que je vais avoir et j'aurai un mieux-être social. Donc, il y a un intérêt là-dedans. Il y a un intérêt là-dedans. On veut entrer dans un parti pour se réaliser et avoir une nation en paix, mais en même temps en obtenant des opportunités pour se réaliser, devenir maire, député, DG, ministre, et puis aussi travailler pour sa nation. Monsieur l'a fait, c'est ce qu'on appelle très familièrement dans notre pays, il y a un intérêt. Le restaurant ou je sais quoi, ces expressions un peu familières. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas voter pour quelqu'un sans attendre un retour d'ascenseur. Ça veut dire que si je deviens ou je suis membre du RHDP et que je vote pour le RHDP, je dois forcément avoir un emploi, d'une prise en charge du RHDP. Mais attendez, je pose la question. C'est tous les partis politiques. Non, mais j'ai dit RHDP, mais je parle de même titre que FPI, PDCI. Voilà. Dans tous les pays. C'est vraiment ça. Je veux dire une chose. C'est pas pour rester au chômage. Je pense que... Si tu es sous-directeur, que ton parti arrive au pouvoir, tu deviens directeur. Oui, je veux dire une chose. Mais dans ce cas, c'est une grande injustice pour tous les autres. Non, il n'y a pas d'injustice. Pour les autres... Tous les partis. Je veux dire deux choses. Premièrement, c'est parce que peut-être quelque part que les partis eux-mêmes ne fonctionnent pas bien, qu'après ils sont obligés de rattraper par des individus. J'ai déjà dit au départ, si vous faites cotiser vos militants, cette cotisation, en principe, doit être budgétisée et affectée à des tâches précises. Le fonctionnement, la formation, l'action sociale, l'action de réjouissance, etc., etc. Si le parti fonctionne bien, à partir du moment où moi, militant, je cotise 5 000, 10 000, et que nous sommes sur l'ensemble du pays, si ce budget est bien géré, les aspects sociaux de solidarité doivent être prévus dans le budget. Et ça se fait partout dans le monde. Mais il n'y a pas de fonds. C'est pas un puits sans fond, monsieur Bateau. Oui, mais attendez, c'est pas illimité. Se renouvelle. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été longtemps responsable syndical. Et j'ai voyagé, je suis allé en Europe. Mais les syndicats organisent la solidarité avec leurs membres. On a dit les syndicats. Je viens. Les partis politiques aussi. Ah oui, parce que les partis politiques sont censés offrir des services à leurs militants. Ceux qui adhèrent, qui cotisent, sont en droit d'attendre de leurs partis politiques des services en termes d'appui à la formation, on en a parlé, en termes d'action sociale, en termes d'accompagnement pour même la formation, pour chercher un emploi, etc. etc. Après, la vision, l'action politique, si le parti arrive au pouvoir, doit pouvoir aider l'ensemble des citoyens. Mais quand vous prenez, je prends un exemple, vous gagnez une collectivité locale,
une mairie ou un conseil régional, vous êtes candidat, vos camarades de parti vous soutiennent, vous ne les payez pas. Et si vous avez des offres d'emploi, vous voulez les abandonner pour aller chercher vos copines? Monsieur Il y a un Bateau, problème. excusez-moi. Il y a un problème. C'est social. Ah oui, mais si, c'est important. Nous parlons C'est important. C'est important parce que si les gens travaillent pour vous, je dis, moi je suis C'est cet exemple que j'allais donner pour construire l'idée du social. Je dis. Justement, on rentre dans un parti politique pour obtenir le changement, pour obtenir les postes. Mais le changement, d'abord, il est individuel et puis après le collectif. Je dis, vous faites campagne pour moi, je fais campagne pour toi. Oui. Bon, tu l'as dit bon, tantôt. tu le fais à Bongo, tu ne vas pas gagner, mais bon, c'est pas grave. Parce que le président Afi est là-bas. Non, le président Afi, le président du conseil régional. Tu n'es pas candidat. Revenons-en nos moutons, messieurs, s'il vous plaît. Le président Afi est président du conseil régional, je ne vois pas dans combien de temps tu vas être candidat au conseil régional. Mais c'est pas grave, c'est pas ça. Peut-être cette année. Ben, si tu vas, il va te battre. Bon. C'est pas grave, c'est pas ça le sujet. Alors, attendez. Le sujet, je dis, si moi je fais ta campagne, je suis militant, Oui. je parcours les villages, tu ne me payes pas. Oui. Et puis on gagne une commune ou un conseil régional et qu'il y a des emplois qui peuvent être offerts et que j'ai le On niveau. aura. Et que j'ai le niveau, je suis en droit d'attendre que tu m'embauches. C'est pour ça qu'on s'est battu. Si tu me laisses pour aller embaucher ta belle femme ou ta belle-mère ou Mais bien c'est le ta nièce, sens des partis mais politiques. après, Ce je que suis tu en train de me dis, plaindre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah, donc, si tu es C'est le d'accord, il y a sens plus de des partis débat. politiques. Alors- Mais de là à ce que le parti politique soit là à payer les ordonnances des gens. Mais si je cotise, ça, ce n'est pas. si je cotise, que je Monsieur- Tu cotises pour que Attendez, demain je veux- le parti n'ait pas à payer les Ah oui, oui, ordonnances. non, mais si Pour je que le cotise, système comment sanitaire t'as le service? change. Guillaume et que Bateau, tu puisses attendez, soigner je vais tes donner enfants. la parole à M. Simplice. Déjà, la réflexion des Bohèmes qui dit un militant qui a appelé mon patron pour financer sa dot. Voyez un peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent les militants. Et je veux que vous rebondissiez sur ce qu'il a dit. On a écouté, le militant, c'est un travail, c'est une fonction, on ne nous paye pas. Mais attendez, on doit les payer, les militants? C'est ça qui est biaisé. On doit les payer c'est et ça on doit qui- les récompenser? Bah oui. C'est ça qui est biaisé. Ah oui, laissez-lui Parce que donner sa quand version. elle a fait dit, ce qu'il dit est juste. Il y a au moins 3 raisons pour qu'on s'engage. Soit c'est des raisons idéologiques. Beaucoup l'ont fait ici. Des raisons purement idéologiques. Purement. Et puis, quand ils ne s'entendent pas idéologiquement, ils s'en vont. Il y a des raisons liées à l'émotion, le cœur, la tribu. Je l'aime parce que c'est lui. Généralement, ce sont ces militants-là qui sont capables de traverser Raison affective. 200, 300 km pour venir. Ils s'en foutent de ce que le leader est, de ce qu'il a fait, de combien de divorces il a eu. Moi, j'aime mon leader. Souvent, c'est sans explication. Et puis, il y a le 3e niveau des gens qui s'engagent, mais pour des raisons du ventre et de son frère le Alors, bas-ventre. voyez-vous aussi. Laissez-moi terminer, s'il vous Attends, plaît. Une fois que vous êtes dans cette logique, quelqu'un qui adhère à un parti, vous avez parlé de restaurant tout à l'heure, il y a d'autres mots qu'on utilise, c'est propre aux Ivoiriens. Quelqu'un qui va au RHDP parce qu'il pense y trouver quelque chose, il pense trouver un poste, s'il ne l'a pas, quelle raison a-t-il de rester alors que c'est cette ambition qui l'y conduit? Voilà la question. voyez-vous- On ne crée pas un parti politique juste pour... Les leaders politiques souffrent tellement. Vous avez dit, c'est des loyers, c'est des factures, mais les cotisations, qui cotisent dans les partis? Sincèrement. Soyons sérieux. Hein. Moi, je cotise. Qui cotise? Moi, Et la cotisation de bateau permet... Vous êtes au combien? Bien sûr, on est nombreux. Vous êtes combien? Faut pas voir le bateau seul. Vous avez donné 3 milliards à Finguessan et pour que Finguessan puisse oui. permettre de s'occuper de... Non, l'engagement politique, logiquement, ce n'est pas ça. C'est national et pas discriminant. Là, c'est discriminant. Ça n'est pas ouais, ça. Je veux dire une chose. Attendez, non, on voit qu'il est à la fait. Le monsieur s'il vous dit plaît. quelqu'un, le militant, demande à son patron de l'aider pour la dot parce qu'il est militant. Voyez-vous, même quand on ne milite pas, on a une cérémonie de dot, on a un mariage, on a un baptême, une naissance, on a un décès, on a des funérailles, il y a une solidarité qui se fait. Moi, ma dot, même si je ne suis pas militant, j'ai des amis, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes collègues qui vont participer, qui vont me soutenir. Et si je suis militant d'un parti politique, pourquoi mon leader, pourquoi mes camarades de parti ne m'aideraient pas? Parce que même si je ne suis pas militant, j'aurai des amis, j'aurai des collègues, j'aurai de la famille qui va m'aider pour un décès, pour une dot, un mariage, pour un baptême et pour tant d'autres choses dans la vie, pour un anniversaire même. Mais si tu es militant, pourquoi tes camarades de parti ne vont pas t'aider ou pourquoi le leader politique ne va pas t'aider? Monsieur Kyliafé, je vais poser... Attendez, je vais poser la question... On ne le nie pas parce que Monsieur- c'est le problème. culturel. Attendez, monsieur C'est Boni, culturel à la monsieur Boni, solidarité africaine. attendez, je vais poser la question autrement, Oui. pour qu'on y aille franchement.
Là, vous parlez des partis politiques et des militants. Encore là, on peut se dire, d'accord, c'est le compagnonnage, ils sont là, ils se battent pour nous, etc. On peut les récompenser. Mais si cette logique suit ces individus, une fois qu'ils sont nommés et élus, qui deviennent à la tête d'institutions publiques, c'est-à-dire que dès que vous rentrez en fonction, vous avez il y a la redevabilité des hommes politiques, hein, parce qu'ils nous doivent des comptes. Mais là, on a l'impression qu'il y a une redevabilité qui est autre, celle que vous insinuez. Oui. Parce que ça rend... Non, mais c'est un peu discriminant. Non, mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Moi, je suis militant. Donc, je ne veux pas sur ce plateau puis dévaloriser l'action militante. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les militants, à la base, mais ils se saignent pour le parti politique, je l'ai dit. Mais c'est un choix, M. Bato. Ah oui, mais ce choix-là, ce n'est pas un investissement perdu. Ils ne sont pas fous. Ils savent très bien, quand vous êtes instituteur, et que ceux qui deviennent DG après, ils ne sont pas DG au départ. Parfois, vous partagez la casse-croûte ensemble. Vous êtes ensemble, parfois vous leur payez le carburant. Vous cotisez quand le secrétaire de section ou le fédéral ou le délégué départemental, quand il vient chez vous, vous le recevez. Les militants se saignent. Mais c'est tout à fait normal qu'ils soient en droit de vous dire, mais Boni, on a capacité ici ensemble, hein? Le parti au pouvoir, on t'a bombardé le directeur général parce que, bon, tu as un petit diplôme ou bien je ne sais pas. Et puis toi, tu crois que c'est tes parents qui ont créé ce poste? Mais je suis désolé. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. Non. Donc c'est le problème. Je viens. Il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. Parce que ces directeurs généraux, ce n'est pas des générations spontanées. Vous croyez que si le président Ouattara n'était pas président de la République, il y a des gens qui ne seraient jamais ministres en Côte d'Ivoire? Ah oui, mais il faut le dire la vérité. Mais c'est quoi? C'est une récompense politique? Ah oui, absolument. Et vous... Non, s'il vous plaît. C'est ça qui nous entraîne dans les... Non, vous avez parlé, laissez les répondre, s'il vous plaît. Non, mais je n'ai pas encore fini. Non, mais attendez, vous n'avez pas monopolisé la parole. Non, ça n'a rien à voir avec les audits. Je dis, les militants, quand un parti politique se crée, au départ, les gens ils battent les pavés, ils font le tour avec leur propre argent. Mais si vous devenez ministre... Monsieur, s'il vous plaît... Vous êtes redevable vis-à-vis d'eux. C'est aussi simple que ça. Non, attendez, je veux des envies contraires. C'est pourquoi, pendant que vous battez le pavé, il faut être dans les dispositions de l'employabilité, de sorte que demain, quand je suis ministre, je sois capable de vous employer quelque part, mais que vous ne veniez pas à mon bureau pour me traiter de radin parce que je ne tire pas le tiroir, parce que c'est tout ça qui finit par qui nous entraîne dans des directeurs généraux qui ont des audits sur leur dos parce qu'ils sont obligés de tirer le tiroir et peut-être même d'aller au-delà des fonds propres à eux. Il ne faut pas traiter les gens de radins parce que vous avez crapahuté ensemble. Non, monsieur Bato, écoutez, il me reste... il reste 15 minutes. Permettez-moi de enchaîner. finir ce que je dis. On se bat en politique pour obtenir le changement. Le changement, du point de vue de l'éducation, il y a des gens qui sont rattachés par rapport à la question de l'éducation. Il y a des gens qui sont rattachés à la question des infrastructures. Il y a des gens qui parleront du sanitaire. Alors on se bat pour obtenir toutes ces conditions pour que les choses changent. Parce que je crois en programme que vous avez proposé. Vous avez proposé. La porte. Non, mais attendez, monsieur Bato. Oui, allez-y. Vous voyez tout dans le ventre. Laissez parler monsieur Alafé, s'il vous plaît. La politique, c'est pour bâtir la nation, c'est pas pour manger. Monsieur, vous êtes inaudible. Ce thème a été choisi parce que je crois que c'est parti de ma réflexion sur laquelle la politique coûte cher et il y a des contraintes et peut souvent amener à poser des actes qu'on peut ne pas comprendre parce qu'il faut de l'argent, il faut des ressources. Effectivement, il faut de l'argent, il faut des ressources pour pouvoir tenir par rapport aux pressions, aux attentes des militants. Mais ce n'est pas une raison pour poser des actes contre nature, pour voler, pour détourner et puis faire des choses qui ne sont pas catholiques parce que ça se paye cash. Mais monsieur Alafé et les autres, quand on est élu, d'accord, dans la République, certes, en plus déjà, chez nous, ça n'existe pas finalement le vote au sein des partis. Les primaires. Bon, écoutez, quand on est élu, c'est sur le plan national. C'est-à-dire qu'on ne doit pas qu'à nos militants, on doit à toute la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est non, mais attendez. Appréciation de la les gens de Danané battent le pavé pour faire élire, ou bien de Djené, vous battent le pavé pour faire élire, et vous dites, bon, c'est les Fatim qui vont élire. Même député, on parle de sa circonscription. Il ne faut pas réduire la politique. Attendez. Fatim, il faut qu'on soit... Pas en même temps. Je suis désolé, il faut qu'on soit sérieux. On dit théoriquement, vous êtes élu de la nation, mais vous êtes dans une circonscription.
Les gens se battent pour vous à Odjené. Et vous votez des lois nationales. Oui, les lois, je ne parle pas des lois. Vous êtes un instituteur à Odjené, tout le monde cotise, on vous fait élire député. Vous avez maintenant, votre salaire passe du simple au quintuple. Et puis vos amis qui vous ont aidé, vous dites, bon, mais moi je suis élu de la nation, donc c'est les Guillaume Bateau à Delané, comme... Mais non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Les gens vous soutiennent. Parfois, ils vous donnent... Vous n'avez même pas le minimum. Vous l'avez soutenu pourquoi? Quelle est la raison qui vous a pour qu'il aille se pavaner à Abidjan? Pour qu'il aille prendre de l'argent pour venir vous distribuer? Vous l'avez soutenu sur la base de si c'est un député, c'est pour que parce qu'il aille voter des lois qui vont vous aider demain à mieux vous soigner, à avoir des infrastructures chez vous, à pouvoir changer le système éducatif. Je veux que Monsieur Dion, est-ce qu'avec Monsieur Dion, facile, ça c'est la théorie. Monsieur Dion, tout à l'heure vous nous parliez. La politique doit être réduite au ventre. Monsieur, si vous permettez que je reprenne la parole, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur Boni et Monsieur Bateau. Monsieur Dion, en termes de ces missions, vous nous l'avez dit très clairement, il y a la théorie, la pratique, c'est un peu ce que Guillaume Bateau nous dit. Mais avec ce genre d'état d'esprit, et qu'on comprend, hein, est-ce qu'on ne sait pas, finalement, les populations qui mettent une certaine pression? Ça n'excuse en rien les actes délictueux des personnalités politiques. Hein. Mais est-ce qu'avec cette mentalité, quelqu'un qui ne souhaiterait même pas faire des abus ne se sent pas incité? Il pense à la prochaine élection, il pense à la pression des gens comme M. Bateau, de ses militants et partisans et sympathisants. Comment on fait? Est-ce qu'on... Il n'a qu'à démissionner. Bon, Monsieur Dion. On met quelqu'un d'autre à sa place. Monsieur Dion. C'est cette pression qui pousse les hommes politiques, qui pousse les responsables, hommes politiques d'abord, mais ceux qui gèrent la cité, c'est cette pression aussi qui les conduit à la corruption et à l'enrichissement illicite et au début. Je ne suis pas d'accord. Absolument. Je ne suis pas d'accord. Attendez, laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Allez-y. C'est cette pression qui les y pousse. Parce que vous devez prendre en charge tout le monde. Parce que vous devez vous occuper de tout le monde. Mais comment vous faites? Avec quelles ressources? C'est ce qui fait que la pression est tellement forte sur certains leaders de partis politiques, je vous ai dit ici, ils sont obligés d'aller à la soupe gouvernementale. Parce que c'est là-bas que vous allez donner du travail à vos cadres, que les Guillaume Bateau vont devenir sous-directeurs ou directeurs de cabinet, et que Guillaume pourra s'occuper de ses frères dans l'année, et pour qu'à la prochaine élection, Guillaume soit élu. Mais si vous n'êtes pas dans un gouvernement, la situation se présente de telle sorte que mais vous craquez. Vous êtes un leader de politique. Mais donc vous allez s'asseoir chez vous. Attendez, quand on nous parle de cotisation. Laissez monsieur... Attendez, quand il finit, vous y allez, monsieur Alafé. Attendez, laissez-le finir et vous... Il y a le problème qu'on a. C'est le problème du type de société qu'on veut. On peut rester dans nos histoires culturelles là et puis dire c'est comme ça que ça se fait. Dans ce cas, on est dans une démocratie totalement dévoyée. Absolument. Voilà, chacun s'occupe d'eux. Il a parlé de logique ethno-tribale, on peut parler de logique régionaliste. Si on est dans cette posture-là, mais moi j'ai bien peur que ce qu'on cherche, qu'on ne puisse pas l'avoir. Mais il ne faut pas qu'on nie le fait que la pression est tellement forte sur ceux qui gèrent les fonds de l'État, qui sont en même temps des hommes politiques, que parfois ça peut les pousser à la dérive. Bon, ça c'est hors cas d'enrichissement personnel. Monsieur Alafé veut réagir. La pression des militants peut exister, mais elle ne saurait justifier des dérapages et des abus. Et il ne faut pas oublier le rythme, le niveau de vie qui change. Le bonhomme habite dans une maison simple. Il devient député, maire ou DG, il déménage. Il change de voiture. Les véhicules qu'il roule, c'est des véhicules de 50, 100 millions ou plus. Quand il voyage en classe business, il va plus en économie. Et qu'est-ce que ça change? Ah, mais ça coûte de l'argent. Sans rien donner souvent aux militants, sans rien donner souvent aux militants, sans rien donner souvent aux militants, ce que les cadres, ce que les politiques coûtent pour eux-mêmes, c'est extraordinaire, c'est faramineux. Leur train de vie, leur propre train de vie, c'est faramineux. Les militants souvent n'en gagnent rien. Et c'est à la vue de leurs ressources, de leur enrichissement, de leur fortune, que les militants nourrissent des rêves et deviennent exigeants pour dire, mais regardez tout ce qu'il a. Oui.
ce qu'il va nous donner, c'est très peu par rapport à ça. Attendez, il ne faut pas accuser les militants et leur donner mauvaise conscience. Oui. Non, je pense les gens vivent dangereusement. Les gens vivent dangereusement. Ils ont des appartements en France, ils ont des appartements en Europe, ils ont des voitures de luxe, ils ont des comptes faramineux, ils ont des ressources extraordinaires pour eux-mêmes. Monsieur, pas toujours pour les militants. Et pas toujours pour les militants. D'accord. Donc, il ne faut pas culpabiliser les militants. Oui, pas du tout. Et penser que c'est les militants qui poussent à faire des abus, des gestions et des détournements. Non, il a été dit que c'est la pression des militants qui sont des détournements. On n'a pas dit que c'est alors qu'il ne s'agit pas de ça. Monsieur, s'il vous plaît, il nous reste 10 minutes, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. La part que les militants reçoivent, la part que les militants reçoivent même une portion congrue. C'est bien compris. Il nous reste 10 minutes. Je veux qu'on écoute les solutions proposées par la population au micro d'Ahmed Traoré. Lutter contre la corruption en politique, pour moi, il faut déjà assainir au niveau des hautes autorités, c'est-à-dire en commençant par la tête, comme on le dit, le sommet. Déjà, il faut baliser, parce que ceux-mêmes qui surveillent, qui sont censés surveiller, il faut plutôt apporter là-bas, il faut que les garde-fous soient encore plus sévères. En Côte d'Ivoire, par exemple, on sait qu'il y a la haute cour de justice, il y a les magistrats, mais en fait, je pense que c'est là qu'il faut mettre plus en fait, de balises, qui les surveillent, eux, à leur niveau, comment ça se passe. Donc, pour moi, je pense que c'est depuis le sommet déjà qu'il faut jeter les balises. La politique peut se mener sainement, sans toutefois passer par la corruption, faire des propositions vraiment qu'on ne pourrait pas garantir cela à 100% aux populations. Je pense que la politique peut se mener sainement. Et aussi, c'est à la population aussi de savoir ne pas aller toujours vers les politiciens, parfois pour tout le temps les solliciter. Parce que quelque part, cela emmène ces politiciens-là à faire de la corruption pour pouvoir satisfaire les besoins de ces populations. Donc je pense que des deux côtés, que ce soit les politiciens ou la population, chacun doit jouer sa partition pour que vraiment cette corruption dans ce domaine politique puisse cesser. Pour enlever toutes ces corruptions, tout ça, on peut aller vers le digital, sur des applications, des systèmes d'information un peu poussés. C'est tout en toute transparence, on peut voter par des téléphones, sur des applications mobiles. Et comme ça, on est tranquille, on n'a pas de corruption, on a toute la traçabilité, on a toute la transparence et tout, et on a tout un historique, quoi. Les solutions, il faut d'abord éduquer les citoyens et les populations au civisme. Le civisme, c'est un élément qui est important. Au-delà de toutes les considérations, contingences politiques, il faut s'inscrire dans une dynamique de civisme. Et puis voir l'intérêt général, l'intérêt de la société. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas se laisser embrigader par les idéologies de part et d'autre, mais s'inscrire dans une dynamique de citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui a à cœur l'intérêt général. Et il ne s'inscrit pas dans un intérêt ut singulier, mais l'intérêt général. L'intérêt général, ça suppose qu'il a à cœur la vie de la société. Donc d'abord, éduquer les populations au civisme, aux droits de l'homme et tout le reste. Et je crois qu'à part de là, on aura une société de qualité. Pour moi, la corruption politique est un danger pour le déroulement, je veux dire, de la tâche qui a été confiée aux politiques. Le politique doit être libre et l'électeur doit être libre. Et c'est ça qui fait la démocratie. La démocratie, c'est la liberté. Mais quand vous avez été corrompu, vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un pour lui dire ben écoutez, il y a ça que vous deviez faire, il y a ça que vous devez faire, que vous n'avez pas pu faire. La personne vous dira mais vous vous taisez. Parce que si vous continuez, je vous arrête, vous êtes corrompu. Et vous venez me demander à moi de faire, vous voulez que je fasse quoi? Je vous ai acheté, donc vous vous taisez. Mais quand on n'a pas été acheté, on est libre de parler. Une question d'Ebrouen pour M. Bato. Si j'ai besoin d'un directeur marketing et que celui qui s'est battu avec moi est menuisier, dois-je l'embaucher pour rester dans votre logique de militant? Oui, mais bon, je crois qu'il a envie de s'amuser. Parce que c'est pas ce que j'ai dit. Parce que dans 95% des cas, le monsieur il a le directeur marketing et il les laisse et il s'en va chercher ses copines ou bien les copines de ses frères. Parce que ça, là, malheureusement, les gens
les gens oublient les efforts que leurs camarades ont faits pour leur permettre d'accéder à un certain niveau. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que si vous avez besoin d'un directeur marketing dans Poussière Menuisier, mais dans 95% des cas, il a un directeur marketing, mais comme il ne veut pas que ce directeur marketing sache ce qu'il fait, parce qu'il a envie, dès que maintenant qu'il accède à une position plus intéressante, il veut maintenant chercher de nouveaux amis. Voilà, montrer qu'il n'est plus d'Abobo, de Yopougon, il se promène maintenant les gens de Cocody. Donc il va dire que bon, celui-là, je l'ai vu. Mais non, c'est la méchanceté, l'ingratitude de ces cadres avec les militants qu'on dénonce. On aura compris. Messieurs, je veux qu'on on s'attarde sur les solutions. Attendez, s'il vous plaît. On parlait à la table de l'émission de l'article 21 de la loi 2004 qui régit le financement des partis politiques. Et monsieur, écoutez, que fut ma surprise quand j'ai vu que dans cet article, il est dit, noir sur blanc, le texte est là, que finalement, pour les subventions publiques, celui qui ne respecte pas les dispositions précitées dans cette loi peut se voir interdire des subventions, mais n'aura aucune poursuite judiciaire. Comment l'expliquez-vous? C'est déjà une sanction. Les subventions, vous pensez que ça ne doit pas tout pénaliser? Lorsque vous contrevenez aux dispositions qui ont été éditées, qui sont là et qui montrent que vous devez vous comporter de telle façon, c'est-à-dire ne pas prendre de l'argent qui vient de l'extérieur et tous ces éléments, on vous coupe la subvention. Et quand on vous coupe la subvention, c'est une façon de vous asphyxier également. Et désormais, vous serez également aussi dans le viseur. Mais en principe, cette loi, elle a fait l'objet d'un atelier de toutes les formations politiques, y compris le FPI aussi qui a participé à cet atelier. Mais qui a dit qu'on a Parce qu'il y a des insuffisances dans cette loi. Oui, c'est la question que je pose. Et moi, j'estime que nous sommes en apprentissage de la démocratie. Et chaque fois qu'on relèvera les insuffisances, il faut légiférer. Je pense que dans la future légifération, ça va prendre en compte beaucoup d'aspects que j'ai relevés ici. Donc la loi doit évoluer, cette loi de 2004 sur le financement public et 2004-2023, ça fait quand même 19 ans. Oui, parce que là aussi, dans les pays, les autres pays, on a quand même des plafonds, des règles et puis des poursuites judiciaires sur ces dossiers. Là aussi, il y a une insuffisance de notre part. Il faut revenir au contexte de la loi 2004. Juste, on est en pleine crise. La rébellion bat son plein. Donc, les gens essaient de trouver le compromis. Donc, ça a été un compromis, j'allais dire malheureux, des partis politiques. Donc, il faut effectivement revenir sur cette disposition parce que c'est comme inacceptable que vous prenez l'argent public, vous allez financer des funérailles, alors qu'on vous a dit de financer des formations, financer des dots. Bon, encore, c'est un peu plus heureux. Donc, mais il faut changer cette disposition de la loi pour poursuivre ceux qui prennent l'argent pour se marier à plusieurs épouses. Monsieur Ouakili Alafé, toujours sur la loi, vous en parlez tout à l'heure, sur l'importance par rapport au texte au contrôle. C'est vrai que le texte, toujours cette loi que j'ai imprimée, qui nous dit que finalement, chaque année, les partis politiques doivent, avec leur comptable, donner à la Cour des comptes, finalement, l'exercice budgétaire de l'année écoulée et qui doit donner une copie, la Cour des comptes donne une copie au président de la République, au ministre de l'économie, au ministre en charge de l'administration du territoire, et puis c'est tout. C'est-à-dire comment on doit rendre public tous les fonds dont bénéficient les partis et ils doivent justifier les dépenses. Oui, je pense que la Cour des comptes elle-même, elle rend un rapport. Oui, au chef de l'État. On lui rend un rapport et elle-même, elle rend un rapport sur les structures d'État, les institutions. Je pense que nous devons peut-être de plus en plus prendre la peine et le temps de lire les rapports de la Cour des comptes, comme le fait le docteur Christophe Kwame de Civis, là, qui incite de plus en plus à lire ça. Peut-être en lisant, on verra ce qui est dit sur les partis politiques. Et si la Cour des comptes elle-même ne revient pas suffisamment là-dessus, on peut lui demander les rapports de ces partis politiques-là. Et je crois que s'il y a des difficultés avec la KIDP, on pourrait aller plus loin pour avoir à disposition ces rapports-là pour en savoir mieux et évaluer la gestion des ressources publiques par ces partis-là. Donc plus de transparence, vous nous dites, une législation peut-être accrue, sachant que le texte doit évoluer avec les réalités de notre pays. Il y a un autre aspect aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'éducation. On a l'impression qu'il y a tout un changement de mentalité à amorcer. Comment on fait? On doit aller sur les bancs d'école maintenant? C'est notre cheval de bataille, madame. Oui. C'est tout ce que nous pouvons dire. C'est-à-dire que l'argent, comme on l'a dit depuis le début, corrompt tellement le capital éthique, moral de la société, que
la démocratie est pratiquement dévoyée. Mais la démocratie n'est possible que dans une ambiance. C'est-à-dire il faut un fondement très profond. Mais si vous travaillez sur des peuples qui n'ont pas commencé déjà à développer une conscience démocratique, qui n'ont pas bien compris que c'est toute une culture, ça va être difficile. Mais pour qui est cette culture? C'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'école qui a la mission d'inculquer des valeurs. C'est pour ça qu'on dit ministère de l'éducation. Ça ne s'arrête pas seulement à l'instruction, à transmettre des savoirs. On dit éducation, on transmet des valeurs. Donc, très tôt, on va s'y prendre. Vous verrez que dans 10 ans, dans 15 ans, ces jeunes qu'on va commencer à former à la culture démocratique, dans 20 ans, ne seront pas là en train de poursuivre des jetons parce qu'ils vont se dire que vous me devez quelque chose. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille sur cet axe. Et quand aujourd'hui, pour terminer, j'entends une expression qui me plaît bien, l'ivoirien nouveau. Je cherche parce que je veux voir comment on a conceptualisé cet ivoirien. Parce que c'est l'éducation. Il n'est pas encore né. C'est l'école. Guillaume Batoté qui n'est pas encore né. Voilà, qui doit conformer cet ivoirien. Il faut dire l'ivoirien nouveau, demain, c'est justement celui qui ne va pas aller dans un parti politique juste parce qu'il attend quelque chose. Le leader peut le faire, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte. Il faut qu'on travaille là-dessus, mais vous verrez que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura une conscience démocratique. Allez, c'est sur ces belles paroles que s'achève cette émission. Messieurs, alors, ils font tous une tête... ils sont déçus. Mais voilà, quand je vous dis de cesser de parler, vous voyez, c'est parce que je suis consciente du temps qui court. Voilà. Donc, exactement. Ah voilà, effectivement. Donc, merci de votre participation. Merci à toutes les équipes techniques qui ont pris part à ce débat. La réalisation Awa Sawadogo, merci à vous de nous avoir suivis et restez sur RTI 1.